Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva et Mécha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres. Les habitants de la commune Mwalo en province de Gitega réclament des comptes sur les fonds collectés pour la construction d'un stade olympique. Des millions remis aux anciens dirigeants, mais aucun début de chantier à l'horizon. Et puis, des détenus de la prison centrale de Mimba dénoncent un trafic de chambres organisé dans une situation de surpopulation carcérale par leurs représentants. Et comme tous les mercredis, vous allez suivre le mini-magazine au cœur de la société et focus aujourd'hui sur la surpopulation carcérale et dans les cachots de commissariat de police à travers plusieurs provinces du Burundi. Voilà pour les titres. Dans un instant, c'est le développement. Bonsoir, démarrons ce journal par la page gouvernance. Le désespoir et l'inquiétude face à un avenir incertain poussent de plus en plus de jeunes Burundais à quitter leur pays. En quête de meilleures perspectives, ils prennent la route vers l'étranger, souvent au péril de leur vie, dans l'espoir de construire un futur plus prometteur. Dans une série de reportages à suivre tout au long de cette semaine, nous reviendrons sur les causes profondes de cette fuite massive de jeunes et les objectifs qui les poussent à fuir. Le point avec Walter Quizera. Le manque d'emploi dû à la carence des associations qui embauchent les jeunes ainsi que le favoritisme dans différents secteurs du pays sont parmi les causes du désespoir de la jeunesse burundaise. Selon les jeunes qui se sont entretenus avec la RPA, la situation est la même, que ce soit pour les jeunes issus du parti au pouvoir ou pour ceux issus des autres partis politiques. Qu'il s'agisse des jeunes appartenant au parti au pouvoir ou de ceux qui ne sont pas engagés en politique, nous faisons tous face au même problème fondamental, la pauvreté et l'incertitude quant à notre avenir. Beaucoup d'entre nous ne voient pas clairement la direction que prend leur vie. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est de trouver une activité qui nous permette d'espérer un avenir meilleur. Aucune nouvelle entreprise ne voit le jour pour offrir des emplois aux jeunes. Quant aux entreprises existantes, elles recrutent souvent sur la base du favoritisme, ce qui fait que beaucoup de jeunes se retrouvent à exercer des métiers qui ne correspondent pas à leur formation. On voit par exemple un diplômé en médecine obligé de travailler comme un chauffeur. De plus, selon la jeunesse, il est difficile de leur faire croire que leur avenir sera meilleur après leurs études, alors que même ceux qui les ont terminées avant eux sont au chômage depuis des années. D'où le grand nombre de jeunes qui se bousculent pour quitter le Burundi vers l'étranger à la recherche d'une vie meilleure. Je dirais que la jeunesse d'aujourd'hui n'a plus confiance aux dirigeants actuels, ceci du fait que l'administration a presque oublié l'existence des jeunes. Nous n'avons pas d'espoir, c'est le désespoir total. Par exemple, ceux qui ont terminé leurs études dans les années 2010 sont toujours là, sans aucun emploi en 2025. Ainsi, ceux qui sont à l'école aujourd'hui, quand ils voient leurs aînés sans aucune occupation avec leur diplôme, ils se demandent ce qui va leur arriver à la fin de leurs études. C'est ainsi que vous voyez beaucoup de jeunes migrer vers Dubaï, Kenya, Tanzanie, Ouganda et ailleurs à la recherche d'une vie meilleure. Le pire dans tout cela, selon toujours ces jeunes burundais, c'est que certains de ces jeunes commencent à adopter de mauvais comportements comme l'escroquerie à cause de la pauvreté. Quand j'observe beaucoup de jeunes actuellement à mairie de Bujumbura,
Bujumbura, certains sont devenus des escrocs gentils. Beaucoup parmi nos amis nous demandent de leur prêter de l'argent en nous promettant qu'ils vont nous rembourser plus tard. Mais quand tu leur prêtes ton argent, personne ne va te rembourser. C'est-à-dire que la confiance n'existe presque pas. C'est ainsi que se présente la situation. Nous, la jeunesse, ne savons pas ce que deviendra notre avenir. Jusqu'aujourd'hui, les associations qui luttent pour les droits des jeunes, dans leurs rapports, font savoir qu'au cours de l'année scolaire 2024, plus de 20 000 jeunes ont abandonné l'école. Selon les mêmes rapports, la plupart d'entre eux sont allés dans les pays voisins et d'autres en Europe à la recherche d'une vie meilleure. Dans nos éditions ultérieures, nous reviendrons sur leurs activités dans ce pays. Merci à toi Walter. Kwizera et des habitants de la commune d'Omraro, nous sommes en province de Gitega, exigent des explications sur l'utilisation des contributions qu'ils ont versées pour la construction d'un stade olympique. Plusieurs millions ont été remis aux anciens dirigeants de la province d'Omraro pour réaliser ce projet, mais jusqu'à présent, aucun travail concret n'a été effectué. Josiane Mouzaneza nous fait le point. Ces contributions sont collectées depuis le début de l'année 2024. Selon nos sources sur place, toutes les catégories de la population ont été contraintes de participer à ce projet. Un des habitants d'Omraro qui s'est confié à la RPA témoigne. Les entrepreneurs et grands commerçants ont contribué une somme comprise entre 500 et 1 million chacun. Les commerçants ordinaires contribuaient à hauteur de 100 000 francs chacun. Quant aux propriétaires des boutiques, la contribution leur exigée était de 50 000 francs burundais. Les fonctionnaires de l'État ont aussi participé, tout comme les simples paysans, respectivement à raison de 10 000 et 3 000 francs burundais. La personne chargée de suivre de près cet ouvrage est le nommé Jérôme Ndaïchimiye, conseiller du gouverneur de Omraro, chargé du développement. C'est ce dernier qui était chargé de collecter tous ces montants contribués par la population locale. Pourtant, plus d'un an après, les activités de construction de ce stade n'ont toujours pas débuté, à la grande désolation des habitants d'Omraro. On lui a dit de s'occuper d'abord du terrassement afin que les ouvriers puissent commencer à arranger la pelouse. Une machine chargée de terrasser le terrain avait été prêtée par l'état-major de l'armée, mais le constat est que les murs commencent déjà à se fissurer et le terrain n'est toujours pas défriché. C'est vraiment désolant. En plus des contributions de la population, un reliquat de 50 millions issu de la croisade évangélique que le numéro 1 burundais a organisé dans l'ancienne province d'Omraro a été affecté dans ses travaux de construction du stade olympique d'Omraro. Et jusqu'à présent, la population dit ignorer à quoi a servi cet argent, d'où les habitants d'Omraro demandent à l'inspection générale de l'État de suivre de près ce dossier afin de recouvrer son montant et traduire en justice toute personne impliquée de près ou de loin dans le détournement de ces fonds. À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA a contacté certains administratifs de la province d'Itega, dans laquelle fait partie aujourd'hui l'ancienne province d'Omraro. Ces derniers nous ont dit reconnaître uniquement les 50 millions si haut mentionnés, montant qui se trouverait toujours sur un compte de la BGF. Quant à Jérôme Ndaïchimiye, conseiller du gouverneur d'Omraro chargé du développement et indexé par les habitants d'Omraro comme étant derrière ce détournement, il nous a clairement rétorqué que ce dossier ne le concernait plus, vu qu'il ne fait plus partie de l'administration actuelle. Josiane Mouzaneza, et je vous le disais en titre, certains détenus de la prison centrale d'Omimba dénoncent un trafic de chambres orchestré par leurs propres représentants. Selon leur témoignage, l'accès aux chambres est réservé aux détenus capables de payer le plus, au détriment des plus démunis, et cela dans un contexte de surpopulation carcérale. Plus de détails avec Emmanuel Nyungeko. La surpopulation carcérale observée dans la prison centrale d'Omhimba est devenue un moyen efficace pour certains représentants des détenus de s'enrichir, du moins selon certains prisonniers contactés. Notre source donne l'exemple de ce qui se passe dans la cellule A, où une des chambres est actuellement octroyée, moyennant une somme variant entre 3 et 7 millions de francs. Et ceux qui ne parviennent pas à trouver la somme exigée sont envoyés dans un corridor non éclairé dénommé Kirongozi. Le pire s'est produit mardi de la semaine
semaine dernière dans le quartier de la cellule A, dirigé par un certain Zarbabert Kanungeko et Clovis Chimaye, des Imbonerakure de Renault. Ils ont obligé un certain Juvenal à payer 7 millions pour la chambre 11. Les occupants des chambres 3 et 24 ont payé 3 millions chacun. C'est honteux pour des gens qui ne peuvent même pas se payer la ration. Nos sources d'information expliquent qu'il y a certains anciens occupants des chambres qui sont forcés de les céder aux nouveaux pour la simple raison qu'ils ont payé beaucoup d'argent, au moment où chaque nouveau venu devait payer une somme de 5 000 francs destinée à faire la propriété avant de bénéficier d'une chambre. Ces détenus déplorent l'inaction du responsable de la dite prison, bien qu'il est souvent saisi. Notre source donne également d'autres noms des Imbonerakure qui sont impliqués. Ceux qui commettent ces actions sont Tony Ouizeye dit Doumé, responsable de la cellule B. Il a trempé dans le plan s'affichant en 2010 via un autre surnommé Taïga et le prénommé René, capitaine général du quartier mineur enfant. La direction en est au courant quand son véhicule est conduit par le directeur de la prison. Ce qui est déplorable, c'est que la direction est informée mais ne fait rien pour remédier à la situation. Chaque nouveau venu doit payer une somme de 5 000 francs destinée à faire la propriété. Pour le moment, le montant exigé dépend de la chambre que l'on veut attribuer parmi celles situées dans 12 quartiers disponibles. Ceux qui osent dénoncer cette pratique sont sanctionnés. L'exemple est celui d'un certain cadeau qui a dit que ce qui se fait n'est pas digne pour un pays indépendant. Il a été entraîné dans un coin baptisé Maison Rouge où il a passé tout un mois. C'est un endroit qui fait peur, où on est isolé et dépourvu de tout. Il faut alerter la ministre de la Justice et même que l'information puisse atteindre le président de la République. Nous demandons que cela s'arrête. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Frédéric Niyubahwe, directeur de la prison centrale de Mhimba, mais sans succès. Le procès des présumés assassins de Donatien Douimana n'a pas eu lieu ce mardi 22 juillet comme prévu. Malgré la présence d'une foule nombreuse dès 9 heures, l'affaire n'a pas été inscrite au rôle du jour. La famille du défunt et les habitants de Tangara dénoncent un traitement injuste du dossier, qualifiant en affaire ordinaire alors qu'ils espéraient une procédure spéciale. Et en signe de protestation, le corps d'Ondouimana reste à la morgue de l'hôpital Tongozi, aucune inhumation n'étant envisagée avant que justice ne soit rendue. Et pour rappel, Donatien Douimana aurait été tué par Jean-Pierre Outoyi, président du tribunal de première instance de Tangara, avec la complicité présumée de 2 policiers de la commune, en l'occurrence Emmanuel Uizimana et Jean-Baptiste Nijimbere. Poursuivons ce journal par la page politique. Les élections sénatoriales organisées ce 23 juillet se sont soldées par une victoire totale du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui rafle 100% des sièges, comme cela avait déjà été le cas lors des législatives. Une issue sans surprise, selon Chevino Mugwengezo, secrétaire général du CEFOR Arusha, qui estime que le pouvoir en place a verrouillé le processus électoral pour écarter toute concurrence. Ainsi, il accuse le CNDD-FDD d'avoir enterré la démocratie et les accords d'Arusha. Il n'y a rien vraiment d'étonnant que le parti au pouvoir puisse s'accorder un tel score pour s'assurer qu'il sera le maître absolu, pour s'assurer qu'il fera passer toutes les lois de nature à museler son peuple, des lois qui seront de nature à asphyxier le peuple, des lois qui seront de nature à ne mettre que des avantages du côté des tenants du pouvoir. Et les tenants du pouvoir majeur aujourd'hui, c'est l'oligarchie aujourd'hui dirigée par Évariste Ndayishimiye. Donc les Burundais ne doivent s'attendre à rien de bon dans leur pays. Le peuple burundais, avec ce qui vient de se passer, il doit constater que d'abord c'était un hold-up qui ne vise qu'à l'enfoncer, qui ne vise qu'à l'asphyxier, qui ne vise qu'à rendre ce peuple des esclaves. Le Burundi va tout droit aux enfers. Si les Burundais, on ne fait rien, on n'oublie pas nos différences pour nous mettre ensemble comme un seul homme, pour porter notre voix de façon commune. Et c'est cela qui va permettre au peuple burundais de se libérer, parce qu'il est sous le joug évident du pouvoir CNDD-FDD,
qui aujourd'hui vient de prouver qu'il n'est pas prêt à lâcher. Il n'est pas prêt à assurer un partage de pouvoir avec son opposition. Un pouvoir qui a scellé vraiment la dictature dans notre pays. C'est l'un des effets collatéraux des fraudes électorales qui viennent d'être opérées dans notre pays. Et toujours en page politique, le secrétaire exécutif de l'organisation à Lushoto, Vianney Ndaïsaba, dénonce la présence sur les listes électorales de personnes accusées de vol et de violence, notamment dans les quartiers de la zone Mutimbuzi. Nous sommes en commune Nahangwa. Selon lui, cette situation enfreint l'article 173 de la loi électorale qui exige que tout candidat doive non seulement être de nationalité burundaise, mais aussi soit irréprochable sur le plan moral et exempt de tout antécédent judiciaire. Il appelle donc la CENI et les CEPI à enquêter, tout en demandant au président de la République d'ordonner une vérification approfondie de ces listes. Je vous propose d'écouter Vianney Ndaïsaba. Il est le coordonnateur de l'association à Lushoto. L'organisation Arshoto a récemment mené une enquête dans certains quartiers et collines de l'ancienne commune de Mutimbuzi et y a révélé de nombreuses irrégularités dans la composition des listes de candidats aux prochaines élections. Parmi les faits marquants, l'organisation a identifié un ressortissant étranger figurant sur la liste des personnes autorisées à se présenter, ce qui est contraire aux règles. Arshoto a aussi découvert qu'ancien chef de colline, renvoyé pour avoir maltraité un citoyen et l'avoir injustement emprisonné, figure toujours parmi les candidats. L'enquête révèle également le retour de 3 anciens responsables de colline précédemment démis de leurs fonctions pour avoir signé illégalement des documents au profit d'autres chefs. Ces individus sont accusés d'avoir vendu des propriétés appartenant à l'État à des orphelins, des veuves et des personnes vulnérables. Autre cas signalé, une personne figurant sur la liste aurait été emprisonnée pour détournement de fonds d'une coopérative. Une autre également sur la liste est détenue pour vente et consommation de drogue. Alishoto a aussi recensé 3 personnes présentées sur la liste électorale dans la zone d'Omarambia, bien qu'elles soient impliquées dans des affaires de spoliation des terrains appartenant aux citoyens en complicité avec certains agents du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement. Ces individus figurent déjà sur la liste des personnes poursuivies par la justice au niveau de la commune Mutimbuzi. En s'appuyant sur l'article 173, l'organisation Arshoto estime que toutes ces personnes ne devraient pas être autorisées à se porter candidates. Elle appelle une action conjointe du groupe CENI, du CEPI provincial ainsi que du ministère de l'Intérieur pour corriger ces irrégularités. L'organisation demande également au président de la République de donner des instructions fermées afin que ces personnes soient écartées des listes électorales. L'objectif, selon Arshoto, est de continuer à bâtir un Burundi juste et prospère avec des hommes et des femmes intègres, respecter des droits humains et des valeurs nationales afin d'atteindre une vision de développement durable pour tous. Page société à présent, depuis 2 semaines, les habitants de Kizingwe Bihara en zone Kanyosha de la commune Mugere sont privés d'eau potable. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer doivent payer cher des transporteurs à vélo pour s'approvisionner. Face à cette situation jugée intenable, la population demande une intervention urgente de la Régie des eaux pour rétablir l'eau dans les robinets. Les détails avec Rémi Delagakura. Les habitants de Kizingwe Bihara expriment des grandes inquiétudes face au manque d'eau qui dure depuis plus de 2 semaines. D'habitude, ils s'approvisionnent en eau provenant d'un forage souterrain appelé localement Amazota. Cette eau qui était gratuite n'est aujourd'hui plus accessible. Selon les habitants, cette eau ne peut monter que grâce à l'électricité ou à l'énergie solaire, ce qui nécessite beaucoup de soleil. Mais ces derniers jours, le soleil n'a pas été suffisant, ce qui empêche le système de fonctionner. Face à cette situation, les habitants sont obligés d'acheter de l'eau transportée par des personnes à vélo. Un bidon de 20 litres peut coûter plus de 1000 francs burundais, un prix très élevé pour la majorité des familles. Nous achevons plus de 2 semaines sans eau potable. Ceux qui transportent l'eau dans des bidons la vendent à un prix élevé, entre 1000 et 1500 francs le bidon. Une famille nombreuse peut facilement utiliser 10 bidons par jour, ce qui revient à environ 10 000 francs, un coût difficile à supporter, surtout pour les ménages à faible revenu. Il existe pourtant une source d'eau accessible grâce à une pompe alimentée par l'énergie solaire. Mais là encore,
Des difficultés apparaissent lorsque le courant électrique est coupé, car les plaques solaires seules ne suffisent pas à faire fonctionner la pompe. Pour que l'eau remonte depuis le sous-sol, il faut qu'il y ait du soleil pendant de longues heures. Ainsi, l'approvisionnement en eau dépend fortement du bon temps et de la disponibilité de l'électricité, ce qui rend la situation encore plus précaire. Ce qui les choque encore plus, c'est que la régie des eaux continue d'envoyer des factures d'eau alors qu'ils n'en reçoivent aucune goutte. Ce qui est le plus choquant, c'est de recevoir une facture alors que nous n'avons jamais eu d'eau. C'est cela qui fait vraiment mal. Les habitants demandent à la régie des eaux de trouver rapidement une solution à ce manque d'eau. Au-delà du coup, ils craignent aussi les maladies liées à l'insalubrité et au manque d'hygiène. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le responsable de la régie des eaux à Bujumbura pour recueillir leurs réactions. RPA. Place maintenant au mini-magazine au cœur de la société, produite et présentée par la synergie des médias, la RPA Ijwi Yabanyagihugu, la radio Inzamba Agateka Kawe et la télévision Renaissance. Aujourd'hui, nous revenons sur la surpopulation carcérale dans les cachots de commissariats de police dans plusieurs provinces du Burundi. Au cœur de la société vous est présenté par Dani Claire Ilatkoumva. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Les locaux qui servent de cachot des commissariats de police dans plusieurs provinces du Burundi continuent à observer des nombres élevés de détenus. Plusieurs voix ne cessent de décrier cette situation et demandent aux responsables du pays de travailler pour l'amélioration des conditions carcérales dans ces cachots. Mais pourquoi cette situation perdure? Le gouvernement burundais ne serait-il pas en train de bafouer les droits de ces détenus? Quelles seraient ses conséquences sur les détenus? Ce sont les quelques questions auxquelles nous allons tenter d'apporter des réponses dans son mini-magazine. Notre invité est maître Jean-Claude Nibrumonsi, chargé du département juridique à la CAT Burundi. La présentation est assurée par Dani Claire Ilatkoumva. Les cachots des communes et des commissariats de police dans plusieurs provinces du pays sont confrontés à une surpopulation carcérale alarmante. Les informations recueillies par la synergie des médias révèlent que dans de nombreuses localités, des cellules prévues pour accueillir 30 détenus en hébergent entre 150 et 300. Une situation qui rend les conditions de vie extrêmement difficiles pour les détenus qui peinent même à trouver de la place pour dormir. S'ajoutant à cela un manque d'hygiène criant et la prolifération de maladies. Le non-respect des délais légaux de garde à vue est l'une des principales causes de cette surpopulation. Plus de détails avec Julienne Muzinga de la radio Inzamba Agateka Kawe. Les provinces dans lesquelles la synergie des médias a pu obtenir des informations sont Ngozi, Gitega, Chibitoke, Makamba, Kirundo et Bujumbura. Il ressort de ces informations que les cachots des différentes communes et des commissariats de police sont surpeuplés. À titre d'exemple, au début de cette semaine, dans un cachot d'un commissariat de police à Gitega, prévu pour accueillir 30 détenus, on en comptait plus de 100. À Kirundo, un cachot conçu pour recevoir 30 détenus en abritait plus de 170. À Bujumbura, le cachot d'un commissariat censé de contenir 46 personnes en hébergeait plus de 200. La situation est similaire dans d'autres provinces telles que Chibitoke, Ngozi et Makamba. Ces chiffres montrent que les détenus vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Dans la plupart des cas, ils ne peuvent plus dormir à même le sol, comme cela se fait habituellement, et dans certains endroits, ils peuvent se relayer pour dormir à raison de la surpopulation. Ces cachots manquent souvent d'eau et, dans de nombreux cas, les toilettes sont hors d'usage, ce qui entraîne une grande insalubrité. Il est impossible d'y faire la lessive ou de se laver. En raison de cette promiscuité, les prisonniers se transmettent facilement des maladies contagieuses par la respiration ou la toux. L'alimentation des détenus constitue également un problème majeur. Ceux qui n'ont pas de proches pour leur apporter à manger rencontrent de grandes difficultés. Dans certains cachots, même les toitures sont endommagées, si bien qu'en cas de pluie, les prisonniers sont mouillés à l'intérieur.
Selon les informations recueillies auprès des familles des personnes détenues dans des cachots communaux ou de commissariats, cette surpopulation est due au fait que de nombreux détenus sont maintenus en prison même après l'expiration de leur période légale de garde à vue. L'Association chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi, ACAT Burundi, est profondément préoccupée par les détentions dans différents commissariats de province où des personnes sont emprisonnées et privées de leurs droits fondamentaux en tant qu'êtres humains. Maître Jean-Claude Niburumonsi, responsable du département juridique au sein de la CAT, affirme que ces actes vont à l'encontre des engagements pris par l'État burundais en matière des droits humains. Il déplore également le silence de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, qui malgré son mandat ne réagit pas à ces violations. Cette population carcérale, à notre sens, trouve son origine dans les dysfonctionnements de la chaîne pénale. On observe une lenteur accélérée des traitements des dossiers, recours abusif à l'appel contre les ordonnances de libération, exécution tardive des mesures de libération provisoire, maintien prolongé des personnes acquittées ou qui ont purgé les peines. Il y a aussi cette violation flagrante des délais, du respect des délais de garde à vue. Le Code de procédure pénale burundais encadre strictement la garde à vue. En article 60, la garde à vue ne peut excéder 7 jours normalement francs, sauf prolongation exceptionnelle ordonnée par le ministère public. Mais cette prolongation aussi ne peut pas dépasser 14 jours. Dès expiration de ce délai ou réalisation d'expiration de la police, la personne doit immédiatement être libérée ou présentée devant le procureur de la République avec transmission du dossier. Malgré cela, il est fréquent que des inculpés restent enfermés au-delà de ces délais. On a entendu qu'il y a des gens qui ont déjà atteint 2 mois de détention de garde à vue. Ça, c'est inexplicable, et sans jugement ni présentation judiciaire. Ce traitement constitue vraiment une violation manifeste du droit de la personne humaine et une atteinte grave au principe de la légalité. Le CNDH aussi est interpellé. La CNDH, bien qu'établie au Burundi, ne semble pas jouer le rôle de vigilance et de dénonciation attendue. Cette institution censée documenter, enquêter et faire part publiquement des violations des droits humains reste largement inactive face à ces drames carcéraux. Où est-ce qu'on empile des détenus dans ces cachots sans procédure ou conditions décentes? La CAT appelle le gouvernement à faire un examen de conscience et à se rappeler qu'il a signé des conventions internationales relatives au respect des droits de l'homme. L'association demande qu'un contrôle des lieux de détention soit effectué afin de mettre fin à ces abus conformément à la loi. On peut recommander ou faire 3 recommandations. On peut demander qu'il y ait une application rigoureuse des délais de garde à vue. Les autorités judiciaires et policières doivent respecter impérativement les limites légales de 7 jours ou de 4 jours en cas de prolongation autorisée, faute de quoi elles s'exposent à des poursuites pour détention arbitraire. Mais il faut que cela soit mis en exécution, soit mis en œuvre par les autorités judiciaires. Il faut aussi une inspection systématique des lieux de détention. Les magistrats du parquet doivent effectuer des visites régulières des cachots et agir immédiatement pour toute irrégularité constatée, en relâchant des personnes détenues au-delà des délais légaux. Mais si cela n'est pas mis en œuvre, il faut que ces magistrats qui ont manqué à leur devoir aussi soient poursuivis par disciplinairement ou légalement. Il faut aussi un renforcement du contrôle indépendant et mobilisation de la société civile. Mais je pense que les associations de la société civile qui sont encore actives au pays doivent aussi faire des descentes dans les lieux de détention et demander et faire des dénonciations. C'est ce que nous faisons, même si nous le faisons de loin, mais ceux qui sont sur le terrain, si vraiment ils veulent travailler, montrer qu'ils travaillent dans la transparence, qu'ils veulent travailler accomplir leur mission comme il se doit, ils doivent faire ces descentes et dans les prisons et faire des dénonciations nécessaires à temps. L'inaction des autorités face à ces violations transforme la loi en fait en coquille vide. Il est urgent de restaurer l'état de droit, de sortir de l'ombre de pratiques inhumaines
garantir la dignité à chaque personne privée de liberté au Burundi. Jean-Claude Nibouroumoussi s'est entretenu avec nos confrères de la télévision Renaissance. Et c'est sur son appel que nous mettons un point final à notre mini-magazine de ce mercredi 23 juillet. Vous l'aurez entendu, la surpopulation carcérale dans les cachots des commissariats de police constitue une violation des droits des détenus. À la présentation, vous étiez avec Dany Claire, Ida Toumba, au revoir. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agate Kakawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine au cœur de la société que le journal de ce 23 juillet 2025 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Eloge Divin Remecha. Je vous souhaite une excellente soirée.